Très heureux de vous retrouver, chers amis passionnés d'astrologie et d'actualité. J'espère que vous êtes en pleine forme. Nous sommes le 7 octobre 2020, avec toujours ce soleil dans le signe de la Balance. Vous savez que c'est le signe de la justice, qui est toujours en confrontation avec Jupiter, Saturne, Pluton en Capricorne et cette opposition à Mars dans le signe du Bélier, le signe opposé et complémentaire au signe de la Balance. Donc il provoque toujours tant d'injustices, de mensonges autour de cette pseudo-pandémie, avec toutes ces mesures sanitaires autoritaires et surréalistes qui provoquent plus de dégâts économiques, sociaux et humanitaires, alors que leurs commanditaires prétendent que c'est pour protéger notre santé. Pour les plus fidèles d'entre vous, vous vous souvenez très certainement que dans notre capsule intitulée Allô la Terre, ici Mars contre-attaque, qui a été postée il y a un mois, c'était le 6 septembre dernier, nous avions évoqué la possibilité d'une multiplication d'actions en justice spectaculaires, notamment à la faveur, bien sûr, du transit du Soleil dans le signe de la Balance, puisque c'est le signe par définition de la justice, mais aussi à la faveur d'une Mars qui se trouve non seulement dans son domicile en Bélier, c'est-à-dire dans le signe opposé du signe de la Balance, donc il se trouve dans son domicile, donc ça veut dire que normalement il prend une certaine puissance, même si elle est amoindrie, parce que justement on retrouve un Jupiter, Saturne et Pluton, donc qui sont en dissonance, qui viennent freiner ces actions-là, mais qui tout de même provoqueraient quand même des événements d'une certaine puissance sur le plan judiciaire. Alors après, il faudra voir dans le temps, puisque vous savez que la justice, le signe de la Balance, est gouverné par Saturne en deuxième position, c'est-à-dire qu'on a Vénus en première position, parmi les premiers gouverneurs du signe de la Balance, mais en deuxième gouverneur, nous avons Saturne, Saturne alias Chronos dans la mythologie grecque, qui est le maître du temps. Donc c'est pour ça d'ailleurs que les verdicts, sur le plan judiciaire, mettent toujours du temps avant de se concrétiser, avant d'obtenir gain de cause, ou en tout cas avant d'avoir une sentence. Donc ça veut dire qu'il faut s'armer de patience avant que ça produise véritablement ses effets. Tout de même, donc on avait insisté sur le fait qu'on avait Mars qui était aussi au plus près de la Terre, donc ça allait donner quand même pas mal de force et ça allait provoquer des événements spectaculaires. Donc sur le plan judiciaire, c'est le cas, donc je vais vous en parler dans quelques instants. Bien entendu, les citoyens et surtout les avocats, y compris d'ailleurs des collectifs de médecins, n'ont pas attendu que le Soleil transite dans le signe de la Balance pour prendre des initiatives judiciaires, juridiques, pour mettre en cause nos gouvernements par rapport à la gestion de cette crise sanitaire. Alors vous avez vu qu'en revanche, les dirigeants politiques gèrent leur risque pénal, ils mettent des garde-fous juridiques pour s'éviter des procès. C'est pareil également pour les laboratoires, donc notamment par rapport aux vaccins, pour éviter, puisqu'ils savent qu'il va y avoir des effets secondaires, donc déjà ils gèrent leur risque pénal. Alors nous avons des précédents, on a eu notamment, vous en avez beaucoup entendu parler, de maître Carlo Brusa. D'ailleurs, vous voyez là, ça devait être une de ses premières interviews, 13 avril 2020, c'était sous un soleil dans le signe du Bélier. Alors il est à l'initiative de Réaction 19. Alors la liste que je vous donne, elle est loin d'être exhaustive. Vous avez par exemple un avocat, Christophe Legvakes, qui attaque l'État en justice pour élucider plusieurs anomalies de la crise, notamment sur ce qui concerne la non-utilisation de l'hydroxychloroquine. Donc là, vous avez vu, c'est un avocat de Toulouse. Vous avez également l'action collective contre le port du masque qui a été menée tambour battant par Maître Mana et Maître Filippo. Donc là, vous avez tout ça sur la chaîne de l'excellent Silvano Trotta. Alors cette fois, à l'instar de Mars l'offensif, le maître de la guerre, donc qui contre-attaque dans le signe du Bélier, nous avons une action en justice, une action judiciaire, coup de poing, de plus grande ampleur, de crime contre l'humanité, qui est menée par Maître Rainer Fulmich, donc qui est avocat au barreau, donc en Californie et en Allemagne, donc qui a pris la parole le 3 octobre 2020 pour annoncer une alliance internationale d'avocats prête à attaquer les responsables de ce qu'il appelle le Corona Scandale. Cette plainte sera la plus grande affaire, en tout cas on peut le supposer, de délit civil de tous les temps. Alors c'est un réseau d'avocats qui va poursuivre pénalement les responsables de cette gestion de crise et demander des comptes à ceux qui ont trompé ou tenté de nous manipuler avec des programmes corrompus. Alors là, le 3 octobre, vous avez la carte du ciel, et nous avions ce jour-là une lune dans le signe du Bélier, donc il formait une conjonction avec Mars, donc pour mettre l'accent sur la puissance de Mars, donc il se heurte toujours, vous le voyez. En revanche, donc je le disais tout à l'heure, Jupiter,
Pluton et Saturne, hein, donc dans le signe du Capricorne, donc qui fait que pour le moment, il y a ce couvercle qui est mis et que l'opinion publique n'en entend pas du tout parler. Seulement, vous avez, si vous allez sur les réseaux sociaux et si vous faites vos propres recherches, vous entendez parler de ces actions collectives sur lesquelles pour le moment il y a une chape, nous disions une chape de béton, béton armé, comme le Capricorne. Vous savez que le Capricorne c'est le signe de la montagne, donc c'est comme s'il y avait une grosse montagne qui était dessus. Et donc c'est pour ça qu'on n'entend pas parler. Donc on verra ce que ça donnera lorsque nous aurons le transit de Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau qui va venir soutenir cette fois-ci le signe de la Balance et également le signe du Bélier. Donc là, vraisemblablement, il y aura des actions qui devraient porter. De toute façon, on avait bien expliqué que cette crise du Covid-19, elle était multifonction et que vraisemblablement elle pourrait faire tomber, elle peut faire chuter aussi des gouvernements, mais ça surviendra après, une fois que la réinitialisation complète, tant sur le plan géopolitique, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan monétaire, sur le plan social, sociétal, etc. Donc là, je vous renvoie à notre capsule, à nos capsules antérieures, donc qui expliquent, et on y reviendra de toute façon. On n'en a pas fini avec Jupiter, Saturne en Verseau et également Pluton en 2023. Donc pour essayer de tracer un petit peu les perspectives futures, puisque tout le monde s'inquiète, tout le monde se pose des questions à juste titre pour savoir si le peuple va enfin réussir à renverser ses gouvernements et avoir gain de cause et se libérer de tout ce diktat. Mais voilà, le chemin est encore long, donc j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais il y a des choses qui pourront se produire. Vous savez de toute façon que ceux qui nous dirigent, ce sont des hommes de paille, ce sont des marionnettes qui sont là pour accomplir une mission. Une fois que c'est fini, une fois que le coup est réussi, après ils dégagent, puis il y a un autre gouvernement qui arrive, souvent qui est issu de ce qu'on appelle l'opposition contrôlée en réalité. Pour moi en tout cas je le pressens comme ça, pour nous amener vers quelque chose qui est toujours sous le contrôle, sur le contrôle en fait de ces gens-là qui sont dans l'ombre, qui sont dans les hautes sphères. Donc j'aurai l'occasion d'y revenir. Vous savez que le Capricorne, je disais, c'est le signe de la montagne, c'est-à-dire qu'on a bien une élite qui est tout en haut de la montagne, mais lorsque l'on va passer avec Jupiter, Saturne, puis Pluton dans le signe du Verseau, tout va se remettre à plat. Vous savez que le Verseau, c'est le signe de l'égalité. Donc c'est-à-dire qu'on aura cette impression, vous voyez, de remise à plat. D'ailleurs, on parle de remise à plat, de réinitialisation, etc. Mais il faudra voir après derrière. C'est-à-dire qu'on a un nouveau paradigme, une nouvelle façade, je l'ai souvent dit dans de nombreuses capsules, donc il faudra voir dans le futur qu'est-ce qu'il y a derrière. Et c'est là où il faut être très attentif, et c'est maintenant que ça se joue. Alors je vais vous diffuser la vidéo réalisée par Emma Cruzy, la pétillante et courageuse Emma Cruzy, donc qui vous explique, qui vous donne plus de détails sur cette affaire-là, avec des extraits, des morceaux choisis de cet avocat qui s'exprime, donc vous allez voir, ça vaut le coup d'œil. Vous avez certainement déjà entendu la prise de parole de l'avocat maître Fulmich, allemand, avocat au barreau de Californie et également en Allemagne, qui fait partie de la commission d'enquête sur le corona en Allemagne depuis le mois de juillet. Il répertorie avec cette commission toutes les données scientifiques et les prises de parole d'experts. Cette vidéo a été traduite en français par Julien, que je remercie également. Et cette longue vidéo de 50 minutes, qui est en lien de cette vidéo, mentionne des points extrêmement importants puisque vous êtes nombreux à vous rendre compte qu'il y a des choses qui clochent. Il y a des choses qui clochent depuis un certain nombre de mois. Vous êtes nombreux à vous rendre compte que les tests PCR qui sont utilisés pour aujourd'hui parler de deuxième vague, parler de gravité de pandémie du coronavirus, en réalité, il y a des données qui sont pour le moment encore très mystérieuses. Je fais référence notamment au cycle d'amplification. Vous pourrez aller voir ma vidéo sur les cycles d'amplification qui est en lien dans la description de cette vidéo si vous ne l'avez pas encore regardée. Mais au-delà de ça, la prise de parole de maître Fulmich, allemand donc, qui est en lien de cette vidéo, se questionne par rapport à ce qui pourrait être la plus grosse affaire de délit civil de tous les temps. La crise du corona, comme il l'appelle lui-même, le scandale du corona. Maître Fulmich a poursuivi la Deutsche Bank et aujourd'hui est encore en procédure contre Volkswagen. Je pense que ça aussi, le scandale Volkswagen
avec le diesel ne vous a pas échappé il y a quelque temps, eh bien ce même avocat, aujourd'hui, avec un collectif international d'avocats, va poursuivre, en l'occurrence des gouvernements, et 3 personnes, dont fait partie comme entité l'Organisation mondiale de la santé. Il y a aussi le médecin Drosten, qui est en Allemagne, qui est un virologue, qui a mis en avant donc les tests PCR pendant la gestion de la crise. L'Allemagne ayant été le bon élève de la classe, cette classe mondiale, et comment on a considéré que tout devait partir sur les tests PCR pour dire si vous étiez contagieux, si vous étiez infecté, comment finalement cet avocat avec ce collectif, comment cette crise est gérée à l'envers du bon sens. Vous pourrez voir à la fin de cette vidéo des extraits de cette vidéo qui dure 50 minutes que j'ai sélectionné pour vous, qui vous feront bien comprendre en quoi aujourd'hui les dirigeants de tous les pays ont pris des mesures qui sont à l'envers du bon sens, si on en écoute les scientifiques qui sont mentionnés dans ces vidéos. On a, pour beaucoup, entendu parler en mal de la Suède depuis le début de cette épidémie. La Suède qui a été mise sur le banc avec le bonnet d'âne comme ayant laissé gérer cette crise n'importe comment. Je rappelle que la Suède n'a pas plus d'incidence que les Royaumes-Unis qui, eux, ont eu une politique à l'envers de la Suède avec un confinement strict. Et puis, vous verrez aussi dans ces extraits à quel point les mesures drastiques de confinement, de port de masque, de distanciation sociale, à quel point des psychologues aussi se lèvent maintenant dans le monde entier pour dénoncer ce qu'on fait à nos enfants, aux générations jeunes qui ne sont pas en mesure de comprendre ce qui se passe, à quel point on les a culpabilisés et on continue de les culpabiliser. Ceci est de la vraie maltraitance psychologique. Et je vous encourage vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout pour voir cette personne, Maître Fulmich, qui est d'un grand courage de se mettre de façon publique maintenant sur ce combat-là, qui est notre combat à tous pour que la vérité éclate. En tout cas, si cette procédure se révèle gagnante, eh bien ce sera le plus gros dommage et intérêt public versé depuis l'histoire de tous les temps. Je rappelle aussi que sa procédure est une procédure pour crime contre l'humanité. Cette notion-là qui a été mise en avant au procès de Nuremberg après la Deuxième Guerre mondiale, pour demander des comptes à des personnes qui ont pris des mesures à l'époque qui étaient de l'ordre de crimes contre l'humanité, eh bien, il est fort probable que d'ici les prochains mois, nous assistions tous à ce qui sera le règlement de compte historique jamais vu entre des avocats extrêmement motivés, des scientifiques extrêmement documentés, des partis civils qu'on appelle aux États-Unis et dans le droit anglo-saxon class action, qui malheureusement ne sont pas possibles dans notre droit suisse, français et européen d'une façon générale. Eh bien, ces class action pourront se mettre ensemble. J'ai demandé aussi à mes avocats de se mettre en contact avec Maître Fulmich. Le réseau international est en création, il est extrêmement motivé et il est temps maintenant que les comptes soient rendus. J'invite aussi tous les politiques qui regarderont cette vidéo à regarder la fin de la présentation de Maître Fulmich, puisqu'il propose que ces faits qu'il va maintenant vous mettre devant les yeux soient l'ultime bouée de sauvetage que vous puissiez, vous, dirigeants, utiliser pour enfin stopper l'hémorragie de stupidité et de paradoxe ambiante. Aux médias aussi, puisque j'ai encore assisté ce matin à un article qui dit que la deuxième vague est affreuse en Europe. Je ne sais pas sur quelles données vous vous basez. Je me base moi sur les données de Worldometer, qui est probablement les vôtres aussi. Mais il est temps maintenant de faire une mise à jour au niveau des gros titres qui sont utilisés dans les médias, puisque les articles, en l'occurrence, ne révèlent pas du tout d'épisodes dramatiques et catastrophiques et très préoccupants, comme malheureusement les gros titres veulent bien vous le laisser croire. Je crois que là aussi, à ce niveau-là, il faut faire très attention, puisqu'en droit, on ne peut pas non plus mettre des manchettes avec des titres qui sont vraiment évocateurs d'une panique à avoir si on est un citoyen normal. Aujourd'hui, nous vivons tous dans une société qui est en plein délire.
Ce délire sera le maître mot des jours à venir puisque nous allons continuer à communiquer et à vous montrer des zappings de ce qui se dit sur les plateaux télévisés à propos de ce délire. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très vite. Surtout, partagez cette vidéo en masse. Merci les amis. Durant cette période, nous savons que les systèmes de soins de santé n'ont jamais été en danger d'être submergés par le Covid-19. Au contraire, de nombreux hôpitaux restent vides à ce jour et certains sont aujourd'hui menacés de faillite. Le navire hôpital Comfort, ancré à l'époque à New York et qui aurait pu accueillir 1 millier de patients, n'a jamais accueilli plus d'une vingtaine de patients. Il n'y a eu nulle part de surmortalité. Des études menées par le professeur Ioannidis et d'autres ont montré que la mortalité du corona est équivalente à celle de la grippe saisonnière. Même les images de Bergame et de New York, qui ont servi à démontrer au monde que la panique était de mise, se sont avérées délibérément trompeuses. Ensuite, le soi-disant document de panique, rédigé par le département allemand de l'Intérieur, a été divulgué. Son contenu classifié montre, sans l'ombre d'un doute, que, en fait, la population a été délibérément poussée à la panique par les politiciens et les médias dominants. Les déclarations irresponsables du chef du RKI, qui l'accompagne, rappelez-vous, le CDC et M. Willers, qui a annoncé à plusieurs reprises et avec enthousiasme que les mesures liées au corona doivent être suivies sans condition par la population, sans qu'elle ne pose aucune question, montre qu'il a suivi le scénario tel quel. Dans ses déclarations publiques, il n'a cessé d'annoncer que la situation était très grave et menaçante, bien que les chiffres compilés par son propre institut prouvent exactement le contraire. Le document de panique demande entre autres que les enfants se sentent responsables, je cite, « de la mort douloureuse et torturée de leurs parents et grands-parents s'ils ne suivent pas les règles du corona, c'est-à-dire s'ils ne se lavent pas constamment les mains et ne se tiennent pas à l'écart de leurs grands-parents. » Il convient de noter que non seulement les tests PCR ne sont expressément pas approuvés à des fins de diagnostic, comme cela a été correctement indiqué sur les brochures accompagnant ces tests, et comme l'a souligné à plusieurs reprises l'inventeur du test PCR, Karim Mullis. Au contraire, ils sont tout simplement incapables de diagnostiquer une quelconque maladie. Contrairement aux affirmations de Drosten, Wheeler et de l'OMS, qu'ils font depuis la proclamation de la pandémie. Un résultat positif au test PCR ne signifie pas qu'une infection est présente. Si une personne est testée positive, cela ne signifie pas qu'elle est infectée par quoi que ce soit, et encore moins par le virus SARS-CoV-2 qui est contagieux. Même le CDC des États-Unis, même cette institution dit, est d'accord avec ça, et je cite directement la page 38 d'une de ses publications sur le coronavirus et les tests PCR, datée du 13 juillet 2020, le premier point dit « La détection de l'ARN viral ne peut pas indiquer la présence d'un virus infectieux ou que 2019 nCoV soit l'agent causal des symptômes cliniques. » Le deuxième point indique ceci. La performance de ce test n'a pas été établie pour le suivi de traitement de l'infection à 2019 nCoV. Le troisième point dit « Ce test ne peut pas exclure les maladies causées par d'autres pathogènes bactériens ou viraux. » On ne sait toujours pas si le virus de Wuhan a été isolé de manière scientifiquement correcte, de sorte que personne ne sait exactement ce que nous recherchons lorsque nous effectuons des tests. D'autant plus que ce virus, tout comme le virus de la grippe, mute rapidement. Les échanges des PCR prennent une ou deux séquences d'une molécule qui sont invisibles à l'œil humain et doivent donc être amplifiées en plusieurs cycles pour la rendre visible. Tout ce qui dépasse 35 cycles est, comme le rapporte le New York Times et d'autres, considéré comme totalement peu fiable et scientifiquement injustifiable. Cependant, le test de Drosten ainsi que les tests recommandés par l'OMS qui ont suivi son exemple sont fixés à 45 cycles. Cela peut-il être dû à la volonté de produire le plus grand nombre possible de résultats positifs et de fournir ainsi la base de la fausse supposition qu'un grand nombre d'infections ont été détectées ? Le test ne peut pas distinguer les matières inactives et les matières reproductrices. Cela signifie qu'un résultat positif peut se produire parce que le test détecte par exemple un débris,
un fragment de molécule, qui ne peut signaler rien d'autre que le fait que le système immunitaire de la personne testée a gagné une bataille contre un rhume dans le passé. Il a dit alors dans cette interview, je cite, « Si par exemple, un tel agent pathogène se répand sur la muqueuse nasale d'une infirmière pendant un jour ou deux sans qu'elle ne tombe malade ou ne remarque rien, alors elle est soudainement un cas SARM. Cela pourrait également impliquer l'explosion du nombre de cas en Arabie Saoudite. De plus, les médias de ce pays en ont fait une incroyable sensation. » Fin de citation. En ce qui concerne l'importance des tests PCR, Yetin écrit dans un article intitulé « Mensonges, maudits mensonges et statistiques sanitaires. Le danger mortel des faux positifs daté du 20 septembre 2020. » Et je cite « La probabilité qu'un cas apparemment positif soit un faux positif se situe entre 89 et 94% ou proche de la certitude. » Les auteurs expliquent que ce que le test PCR mesure réellement est, je cite, « simplement la présence de séquences partielles d'ARN présentes dans le virus intact qui pourrait être un morceau de virus mort qui ne peut pas rendre le sujet malade et ne peut pas être transmis et ne peut pas rendre quelqu'un d'autre malade. » En raison de l'inadéquation totale du test pour la détection des maladies infectieuses, testé positif chez les chèvres, les moutons, les papayes et même les ailes de poulet, le professeur d'Oxford Carl Heneghan, directeur du Centre de médecine factuelle, écrit que le virus Covid ne disparaîtrait jamais si cette pratique de test était poursuivie, mais serait toujours faussement détectée dans une grande partie de ce qui est testé. Les confinements, comme l'ont découvert Yeadon et ses collègues, ne fonctionnent pas. La Suède, avec son approche de laisser-faire, et la Grande-Bretagne, avec son confinement strict, par exemple, ont des statistiques sur les maladies et la mortalité tout à fait comparables. Les scientifiques américains ont constaté la même chose pour les différents États américains. L'incidence des maladies n'est pas différente selon qu'un État applique ou non un confinement. En ce qui concerne le désormais tristement célèbre Collège impérial de Londres, le professeur Neil Ferguson et ses modèles informatiques complètement faux, annonçant des millions de décès, il dit cela et je cite « Aucun scientifique sérieux ne donne de validité au modèle de Ferguson. » Il le souligne avec un mépris à peine voilé. Je cite encore « Il est important que vous sachiez que la plupart des scientifiques n'acceptent pas que le modèle de Ferguson soit même légèrement correct, mais le gouvernement est toujours attaché à ce modèle. » Ferguson a prédit 40 000 morts en mai, en Suède, dus au corona, et 100 000 en juin, mais il est resté à 5 800. Ce qui, selon les autorités suédoises, équivaut à une légère grippe. Si les tests PCR n'avaient pas été utilisés comme outil de diagnostic des infections au corona, il n'y aurait pas de pandémie, et il n'y aurait pas de confinement. Mais tout aurait été perçu comme une simple vague moyenne ou légère de grippe, concluent ces scientifiques. Un autre document détaillé, rédigé par un fonctionnaire allemand du département de l'Intérieur, responsable de l'évaluation des risques et de la protection de la population contre les risques, a récemment fait l'objet d'une fuite. Il est maintenant appelé le document de fausse alerte. Ce document arrive à la conclusion qu'il y avait et qu'il n'y a pas de preuves suffisantes de risques sanitaires graves pour la population, comme le prétendent Drosten, Wheeler et l'OMS. Mais, dit l'auteur, il existe de nombreuses preuves que les mesures liées au corona causent des dommages sanitaires et économiques gigantesques à la population, qu'il décrit ensuite en détail dans ce document. Cela, conclut-il, entraînera des demandes de dommages et intérêts très élevés dont le gouvernement sera tenu responsable. Cependant, entre-temps, les mesures anti-corona ont causé et continuent de causer des dommages si dévastateurs à la santé et à l'économie de la population mondiale que les crimes commis par messieurs Drosten, Wheeler et l'OMS doivent être légalement qualifiés de véritables crimes contre l'humanité, tels que définis dans la section 7 du Code pénal international. Ces faits scandaleux, relatifs au corona, recueillis pour la plupart par la commission du corona et résumés ci-dessus, sont les mêmes faits qui seront bientôt prouvés, soit dans un tribunal, soit dans de nombreux tribunaux du monde entier.
Ce sont ces faits qui feront tomber les masques sur les visages de tous les responsables de ces crimes. Aux politiciens qui croient ces personnes corrompues, ces faits présentés ici comme une bouée de sauvetage qui peut vous aider à réajuster votre ligne de conduite et à entamer le débat scientifique public tant attendu, et à ne pas tomber dans le piège de ces charlatans et de ces criminels. Vous venez d'entendre à l'instant cette plaidoirie extrêmement percutante de la part de cet éminent avocat. Donc ça ne vient que confirmer finalement tout ce que l'on pressentait depuis le début de cette crise du coronavirus. Donc là, vous pourrez regarder les vidéos antérieures. Et forcément, on est là pour accumuler aujourd'hui le nombre de preuves, les interlocuteurs aussi, que ce soit les professionnels de santé, comme les avocats ou comme d'autres intervenants. Vous avez entendu hier, pour ceux qui ont vu la vidéo que j'ai postée hier, c'était la députée, l'ex-députée de La République En Marche, Martine Bonner, donc, qui s'est exprimée à l'Assemblée nationale. Une Assemblée nationale qui était vide, mais en tout cas, sa parole a eu un certain retentissement, surtout vis-à-vis de ceux qui font une recherche de la vérité, parce que forcément, le reste de la population n'est pas du tout au courant de ce qui se trame en coulisses. Alors c'est vrai que si on se fie à nos cartes du ciel, à notre grille de lecture, vous avez vu que Uranus, donc, qui est dans le signe du taureau, c'est une de nos boussoles, vous vous souvenez, on l'a expliqué dès le début, donc qui nous permet de garder la tête sur les épaules, et de ne pas tomber dans cette hystérie collective qui a été artificiellement créée, notamment à la faveur des tests, mais pas seulement, vous avez vu aussi les fraudes statistiques. Donc c'est ce qui nous a bien permis de bien faire la distinction dès le début entre la réalité scientifique et cette nouvelle réalité, cette réalité alternative sur laquelle on aura l'occasion encore une fois de revenir prochainement. Je suis en train de vous préparer une vidéo qui va dans ce sens-là. Alors nous avons Uranus qui va continuer à séjourner en taureau, il ne faut pas l'oublier, jusqu'en 2026. Et si on se fie donc à Uranus, qui a un cycle de 84 ans, la dernière fois qu'Uranus était dans le signe du taureau, c'était donc cette période sombre de l'histoire, les années 30, 34, 34-41. Donc 34-41, donc en 1934-1941, la guerre, elle battait son plein. On avait encore cette période noire de notre histoire avec ces régimes totalitaires. Et le tribunal de Nuremberg, il s'est réuni que sous Uranus dans le signe du Gémeaux, pas avant. Donc bien entendu, c'est pas parce qu'il y a une reproduction de cycle qu'on va retrouver à l'identique, à l'exact identique, donc ce qui va se passer dans le futur. Ce qui s'est passé dans le passé, on ne va pas le retrouver à l'exacte réplique dans le futur, bien entendu, mais il peut y avoir des accents. Et là, on le retrouve bien, vous voyez, on ne s'était pas trompé dans le passé lorsque l'on évoquait les effets d'Uranus dans le signe du taureau. Nous avions bien expliqué. Donc on aurait des accents de cette époque sombre. Et effectivement, c'est bien ce qui se passe. Donc bien sûr, il y a des variantes. Donc on n'a plus de bombes qui nous tombent sur la tête, mais nous avons en revanche, en tout cas les commerçants le sentent passer, il y a bien des bombes qui s'abattent sur leurs bâtiments, sur leurs établissements, donc ils font qu'ils mettent la clé sous la porte, ce qui fait que derrière, vous avez ces grands groupes après qui rachètent pour une bouchée de pain. Là j'ai appris récemment que Camailleux, d'ailleurs je remercie un des abonnés de la chaîne et également du blog, qui est venu me le rapporter, donc Camailleux qui a été racheté apparemment pour 1 euro symbolique. Donc voilà, on peut multiplier, vous avez le Carlton par exemple, donc qui est en faillite, etc. Donc là c'est pas ce qui manque, mais ce qui est bien derrière pour en tout cas ces grands stratégaires, c'est que derrière, ils peuvent racheter, vous voyez, sans avoir à lancer des bombes, ils rachètent directement derrière les établissements pour une bouchée de pain. Donc c'est des établissements qui sont encore debout. C'est simplement la force vive, c'est-à-dire les personnes qui étaient propriétaires, qui ont mis toute leur énergie, toute leur existence et leur argent aussi, donc ils vont tout perdre pour après se faire racheter. Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo pour demander à tous les journalistes qui nous entendent et à toutes les plateformes médias mainstream d'organiser enfin un fameux débat concernant ces tests PCR et leur cycle d'amplification pour les personnes qui n'ont pas suivi. Nous avons en France le professeur Toussaint qui s'est positionné sur les plateaux et le professeur Perron aussi pour nous expliquer en quoi les cycles d'amplification de votre test PCR peuvent changer complètement la donne et en quoi des positifs qui ont été positifs suite à un certain nombre de cycles d'amplification
en réalité, ne sont pas corrélés avec votre infectiosité. En d'autres mots, vous n'avez pas de symptômes, on vous demande de faire un test, vous faites votre test, on amplifie 40 cycles votre matériel qu'on va aller prélever au fond de votre nez, et même sans symptômes, aujourd'hui, vous pouvez avoir un test qui, après 40 cycles d'amplification, devient positif. On vous considère donc comme un danger public pour les autres. D'après le professeur Toussaint, jusqu'à 24 cycles d'amplification, ce phénomène de contagiosité peut être prouvé. À partir de là, il s'affaiblit et diminue progressivement. Mais apparemment, à 40 cycles d'amplification, ce qui est le cas en Suisse, et en France, 40 à 45 cycles d'amplification, apparemment, si vous n'avez pas de symptômes et aucun phénomène clinique associé à votre test, vous n'avez quasiment aucune possibilité de contaminer quelqu'un. Je vais préciser les choses sur les tests. Si vous avez, comme au printemps, 100 millions de virus détectés dans un microlitre, ça veut dire un petit cube d'1 millimètre de côté, hein, c'est tout petit. Si vous avez 100 millions de virus, vous êtes dans les formes graves qui sont celles que nous avons connues au printemps. Actuellement, nous avons des tests qui permettent de détecter un virus dans la même quantité. Un virus, c'est-à-dire 100 millions de fois moins. Et aucun des tests rendus par les personnes qui les testent avec les bonnes méthodes ne disent quel est le seuil avec lequel l'amplification a été faite et qui change tout, parce qu'au-delà de 24 cycles d'amplification, on sait que les personnes sont très peu contagieuses. Au-delà de 32, on va arriver dans des zones qui sont infinitésimales, et au-delà de 35, on ne peut même plus avoir en culture un virus détecté. Ce qui veut dire une fois de plus que l'importance maintenant de la charge virale doit être communiquée pour qu'on puisse comprendre sur le plan épidémiologique à quoi l'on a affaire. Mais entre Quand on nous, est testé positif, il faudrait qu'on sache quelle est notre charge virale. Absolument. Et est-ce qu'on est du coup contagieux? C'est bien ça que je qui comprends. va donner le risque de contagiosité et le risque de transmettre à ses grands-parents, ce qui serait fort dommageable actuellement, alors que l'on voit régresser progressivement la létalité. Sur les chiffres globaux, on nous dit là, ça y est, c'est la deuxième vague partout, ça flambe. Tout ça est totalement bidon parce que c'est basé sur les tests qu'on appelle PCR. On met un petit écouvillon dans le nez pour chercher le virus. Et la PCR, c'est quoi? Alors c'est un peu technique, mais le virus, il a ce qu'on appelle l'ARN, qui est un acide nucléique et qui code pour son activité. Comme on ne peut pas cultiver le virus, il y a une enzyme qui multiplie, comme une machine à tricoter, des millions de fois les petits fragments d'ARN qu'il y a dans le prélèvement. D'accord. Alors, normalement, tous les scientifiques disent il y a un certain nombre de cycles à faire pour faire cette technique. Il ne faut pas dépasser 20 cycles. Après, c'est totalement débile parce qu'on a plein de faux positifs. C'est-à-dire que tous les tests qui sont dits positifs sont négatifs. Or, l'Allemagne fait 20 ou quelques cycles dans la technique. L'Italie, qui a été très intelligente, qui a suivi l'Allemagne, fait pareil. Et il n'y a pas d'explosion de l'épidémie. En France, on est à 40-45 cycles, ce qui est totalement débile sur le plan scientifique. Inutile, vous voulez dire? Inutile. Enfin, c'est pas inutile, c'est franchement débile parce que ça crée des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de faux positifs. Le gouvernement, comme ça, d'un claquement de doigts, peut vous créer une épidémie, une deuxième vague de gens qui sont en parfaite santé. Qu'a-t-on maintenant? Une épidémie qui est beaucoup moins létale, 100 fois moins de décès qu'au printemps, et nous avons des tests qui sont surpuissants. Nous arrivons donc à 90% de formes de tests qui vont trouver positifs des gens qui ne sont pas transmetteurs, qui ne sont pas contagieux et qui sont juste porteurs soit d'un virus qu'ils ont rencontré, c'est le cas de Steve Mandanda en équipe de France, soit d'un virus contre lequel ils ont réagi eux-mêmes en défendant leur organisme, soit simplement de traces virales et pour 10% d'entre eux, de virus encore actifs sur lesquels là, il faut trouver les bons tests pour trouver cette population.